tous. Alors, ravi de vous retrouver ici avec Nicolas Vanderberg. Bonjour Nicolas. Salut. Alors, je suis ravie de vous présenter celui qui a fait le top 1 de notre chaîne YouTube, puisque c'est lui qui a eu le plus de vues. Il nous avait donné un truc incroyable qui était le Six Page Memo. Mais là, aujourd'hui, on revient le voir aux États-Unis pour qu'il nous parle d'IA et d'IA générative. Alors, en quelques mots, Nicolas, peux-tu te présenter et surtout nous présenter Chili Piper? Oui, donc je suis cofondateur et co-CEO de Chili Piper. L'autre fondateur, c'est une fondatrice, puisque c'est ma femme, et Waouh! aussi co-CEO. On est dans le monde de l'automatisation des ventes et du marketing. Pour simplifier, on aide les sociétés à prendre des rendez-vous sur leur site web. Donc quand quelqu'un arrive sur un site web et veut parler à quelqu'un, on s'assure que la personne est qualifiée, qu'on trouve la bonne personne et on retrouve les calendriers pour que les gens puissent réserver en un clic en fait. Alors ça, c'est génial parce que c'est vraiment de l'automatisation. Ça fait gagner en productivité, en temps et surtout en qualité, j'imagine, de matching entre le client et, j'imagine, l'entreprise. Alors comment l'IA générative a venu peut-être transformer en fait l'activité? Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est vraiment disruptif? Alors un sujet intéressant parce que quand l'IA générative est sortie, on s'est dit, ouh là là, ça va tout changer immédiatement. Et on a pris le parti d'être un peu patient. Et en fait, ce qui s'est avéré, c'est qu'il y a une sorte de divergence dans le monde consumer. Moi, je vois mes enfants, ils sont constamment sur ChatGPT à poser des questions, à apprendre. Mais les cadres dans les ventes et le marketing ont plus de réserves. Alors en fait, ce qu'on voit, c'est beaucoup de projets internes, de choses de recherche. Donc il y a beaucoup d'argent qui est dépensé par les entreprises pour faire leur premier projet, mais ils sont encore un peu timides pour mettre ça en production et passer sur. Donc pour nous, c'est ce qui serait assez évident comme application de l'intelligence artificielle, c'est de rendre le site web, de mettre un chatbot en fait sur le site web et d'avoir le site web qui répond à toutes les questions, Oui. voire même qui fait les premières étapes de qualification. Mais le problème de ça, c'est que si le chatbot dit une connerie, Ah, et il le hallucine. prospect, exactement, le prospect se bat et Eh oui. le marketeur qui a passé tout son argent pour arriver à ce prospect le sent mal. Donc en fait, il y a un très gros coût à À l'erreur l'erreur. et donc les gens sont un peu récalcitrants. Ceci dit, on voit donc ça, c'est ce qui se passe vraiment directement dans notre domaine. On voit maintenant beaucoup plus d'adoption dans ce qui s'appelle l'outbound, donc, puisque nous c'est de l'inbound, les gens viennent sur le site web, dans l'outbound, où là il y a un peu rien à perdre en fait, parce qu'il y a des listes de gens et ils n'ont rien demandé. Et donc maintenant beaucoup de sociétés sont en train de... Il y a beaucoup de sociétés qui sont créées pour faire des prospecteurs artificiels en fait. Oui, oui. C'est des robots qui envoient des emails, qui répondent à l'email, donc là maintenant en Amérique il y en a des douzaines qui se sont créées. Il y a pas mal de sociétés qui ont commencé à essayer et pour l'instant ça marche pas encore très bien parce que alors on voit que c'est pas encore tout à fait au point. On voit que l'email vient de quelqu'un qui est pas une vraie personne. Alors il y a toujours des exceptions, donc parce qu'en fait le coût pour déployer ça est assez bas en fait. Donc en fait si on se retrouve avec un client qui a réservé un lien, on se dit bah ça vaut la peine parce que j'ai dépensé, je sais pas, le client, le rendez-vous avec le client ça me vaut $500. Ça m'a coûté $150 de faire tous ces robots, ça fait l'affaire. Donc ça, ça commence, mais c'est pas encore en point pour dire les choses simplement. Ouais. Alors ça, c'est passionnant parce qu'en fait, c'est vrai que la communication et le marketing, c'est quand même le domaine phare aujourd'hui avec l'IA générative, grâce à l'image, grâce à la vidéo, grâce aux automatisations. Et donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en fait, les entreprises attendent d'avoir des cas d'usage qui fonctionnent pour vraiment continuer à faire de la viralité, voire de la pollinisation. Voilà. Ça, c'est donc sur l'interface directe avec le Oui. client. Après, il y a des cas d'augmentation de l'agent. Donc, on ne met pas directement l'IA en face du client, on va aider le vendeur. Et alors ça, par contre, ça commence vraiment à marcher. Nous, on fait pas mal de choses comme ça. Par exemple, on demande à ChatGPT de retrouver sur le site web de nos prospects
certaines informations, de recréer des images. Donc, nous, par exemple, pour prendre un cas précis, il y a un formulaire sur le site web et quand ce formulaire est soumis, il y a une page qui dit merci, on va vous contacter et nous on dit on va vous remplacer ça. Donc on a l'IA qui crée des images de ce que serait l'expérience si ils utilisaient Chili Piper et on envoie ça au client. Donc c'est juste une automatisation. On aurait pu faire ça manuellement, Oui. mais avec l'IA ça va beaucoup plus vite et du coup ça nous permet d'atteindre beaucoup plus de clients et ça c'est très efficace. Donc ça c'est un exemple, mais il y a d'autres exemples où on utilise l'intelligence artificielle pour améliorer la productivité de notre prospection. Voilà. Et c'est toujours un agent humain qui fait la prospection, c'est juste qu'il a été aidé pendant le chemin par toutes sortes d'étapes où l'intelligence artificielle est allée beaucoup plus vite. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous l'utilisez plus comme un coach qui vient augmenter en fait le travail d'un humain, qui prend la décision au départ et à la fin, plutôt que comme quelque chose qui remplace l'humain totalement pour faire une automatisation. Oui, alors pour être précis, on n'est pas encore au coach, on est l'outil. C'est-à-dire que l'outil qui trouve une information, qui la manipule, qui la transforme. Parce qu'un coach, ça serait plutôt quelqu'un qui dit tu sais, John, ta prospect Mary, tu devrais lui dire ci, tu devrais dire ça. Ça, il y a aussi beaucoup de sociétés qui ont essayé et ça marche très mal. En fait. Ouais, c'est ça, ouais, ça c'est vrai que ça marche très mal. Donc le coaching, c'est pas encore ça, mais l'outil d'automatisation qui va plus loin que ce qu'on pouvait faire avec des techniques plus traditionnelles d'automatisation, ça commence vraiment à démarrer. Génial. Alors peut-être une deuxième question qui est plus ciblée sur les États-Unis. Alors en France, tu sais, on parle beaucoup d'AI-Act puisqu'elle rentre en vigueur là en août, donc ça fait juste un mois. Et donc aux États-Unis, on entend parler en Californie de nouvelles lois sur justement les filigrammes qui seraient dans des smartphones pour essayer d'éviter des deepfakes, etc., etc. Il y a une sorte de volonté de régulation en fait de la technologie, non plus de l'usage. Quelle est ta perception, en fait, pour monsieur et madame tout le monde, de cette acceptabilité de l'IA générative? Donc la régulation, c'est pour éviter l'acceptabilité à son insu, en fait. Oui, oui, bien vu. Donc, je pense que les Américains sont moins inquiets que les Français. Oui, ça c'est sûr, oui. Mais ça a été la même chose au début de l'Internet. Je me souviens quand je rentrais en France, parce que j'étais en Californie dans les années 90 quand Internet a démarré. Et même au tout début d'Amazon qui a été créé à Seattle. Et quand je rentrais en France en vacances, les gens disaient ah non, mais les gens vont jamais mettre leur carte de crédit sur Internet. T'es fou. Ça, c'est pas possible. Personne ne va jamais faire ça. Je dis, écoutez, ils le font en Amérique, peut-être ça viendra un jour. Et effectivement, c'est venu. Donc là, l'IA, c'est un peu pareil. J'en sais plus en France et en Europe qu'aux États-Unis. Du coup, la régulation a varié plus vite. En Amérique, les gens ne sont pas encore inquiets. Et du coup, le gouvernement fait ces projets dont tu as parlé, surtout la Californie. Mais on n'est pas encore à un point d'urgence où on se dit qu'il faut faire quelque chose. Donc je pense que ça va prendre un peu plus de temps. Ouais. Donc en fait, on est vraiment encore dans un état d'esprit d'innovation et de test et d'usage. Voyons ce qui se passe. Ouais. Voilà, et on a vraiment le possibility thinking, comme on dit ici. Je ne sais pas si tu te souviens, mais au début de l'Internet, quelques années après le début, le patron de Sun Microsystems avait dit You already have lost your privacy, get over it. Ce qui veut dire il n'y a aucune comment on dit privacy. Données confidentielles. Il n'y a aucune donnée confidentielle et c'est comme ça, et habituez-vous. Donc c'était un peu le principe américain. Et là, c'est un peu la même approche. Dire, écoutez, pour l'instant, on verra quand il y a des problèmes. Pour l'instant, l'intelligence artificielle est là et acceptez-le. Ouais. Alors peut-être le mot de la fin, est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'il y a un slogan, est-ce qu'il y a une idée, quelque chose que tu aimerais partager avec tous nos auditeurs, hein? Peut-être un conseil ou peut-être une pratique sur l'IA générative. Est-ce que tu te lèves et tu regardes ChatGPT, Perplexity ou peut-être Poe, Mammouth? Oui, c'est surtout sur ChatGPT. Objectivement, je suis complètement effaré par la puissance de ce truc-là. On pose des questions et rien ne peut. Il y a même un exemple, tu verras sur mon profil LinkedIn, il y a un site ils appellent ça Roasted. Tu mets ton profil et ils se moquent de toi, en fait. Et ils se moquent d'une façon incroyable. On me dit toujours l'IA ne peut pas faire de l'humour, mais c'est super bien fait. Et donc, je trouve ça effarant.
le slogan, c'est comme toujours, il ne faut pas avoir peur, il faut foncer. Ouais. Il faut adopter et utiliser pour mettre ça de son côté. Bon, allez, une petite dernière parce que je crève d'envie de te la poser. Tu as Vas-y. cofondé ta start-up avec ta femme, ce qui est quand même extraordinaire. Alors d'ailleurs, un petit coucou à Alina. Qu'est-ce qu'elle en pense dans l'éducation des enfants par rapport à ça? Parce que c'est quand même un vrai sujet, en tout cas quand on a des enfants. Oui, c'est un vrai sujet. Qu'est-ce qu'elle en pense? Parce qu'elle a beaucoup, et suivez-la sur les réseaux parce que c'est passionnant. C'est drôle parce qu'on est entouré de gens, surtout en France, mais aussi en Amérique, qui interdisent les outils numériques à leurs enfants ou alors les limitent à, mettons, 1 heure par semaine, des choses comme ça. Alina et moi ne sont pas du tout comme ça, genre surtout elle. Par exemple, elle a installé Synthesis, qui est l'application. Donc, Elon Musk a créé une école. Et il a créé donc une école spéciale. Et il a créé une application que les enfants peuvent utiliser pour apprendre les maths en particulier, qui s'appelle Synthesis. Et donc nos enfants, on a dit ok, tu peux jouer à Minecraft pendant 1 heure, mais tu fais Synthesis pendant une demi-heure, mettons. Et donc dans la même veine, elle encourage nos 2 enfants qui ont 3 et 5 ans, on va savoir, à passer du temps sur ChatGPT, à poser des questions, à apprendre. Et donc elle voit ça comme la nouvelle façon d'apprendre, en fait. Génial. Et elle est à fond derrière. Ouais. Donc on est dans le train contraire, nous, on ne limite pas du tout l'usage. C'est pas tout à fait vrai parce qu'on limite l'usage qui nous paraît moins productif, comme regarder des vidéos, regarder des dessins animés. Mais quand c'est éducatif, c'est ça. Après, il y a la zone grise où, par exemple, notre fils, il adore jouer au Monopoly en ligne. Ouais, il a 5 ans. S'il commence à mettre de l'argent ou des petits sous. Exactement. Donc on se dit, qu'est-ce que ça c'est? Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? C'est un jeu, mais c'est éducatif. Il joue aux échecs en ligne aussi. Mais globalement, on est à fond pour. On se dit que le futur est numérique et que c'est pas une bonne idée de priver les enfants de cette opportunité. Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces idées, pour ton temps, pour ces témoignages fantastiques. Alors, comme à l'accoutumée, je vais essayer de résumer 3 idées, mais il y en a tellement que tu as développé que bien entendu, c'est pas exhaustif. La première idée, on va commencer par la fin. Dans l'éducation, il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui sont pour. Et là, c'est très intéressant de voir qu'il y aura de plus en plus d'applications avec l'IA générative éducative. Et ça, c'est très intéressant. On était d'ailleurs au MIT qui propose à des collégiens des cours gratuits pour déjà les entraîner, etc. Donc c'est quand même une grande tendance aux États-Unis, ça c'est intéressant. La deuxième idée, c'est que Chili Paper est une start-up qui grandit, qui est sur le marketing, la communication, la productivité. Je vous invite à aller voir vraiment le site et voir ce qu'elle fait parce que c'est très intéressant de voir que d'abord vous avez attendu, ensuite vous avez testé et maintenant vous êtes à la fois sur de l'automatisation sur certaines tâches et surtout sur une coévolution. Il y a à la fois l'humain et à la fois l'IA générative qui peut l'aider. Cette coévolution, c'est un certain prisme qui n'est pas pris par toutes les entreprises, mais c'est une façon donc de travailler avec l'IA générative et ça rejoint toute la vidéo qu'on a pu voir sur les systèmes complexes, d'ailleurs au MIT. Et puis la troisième idée, c'est intéressant de voir qu'on pourrait faire un parallèle avec ce qui se passe en RH, vous les DRH, les directeurs de la transfo, les directeurs de la stratégie, et l'idée c'est de dire qu'en fait de toute façon il faut y aller, et puis de toute façon, quel que soit le métier où vous êtes, il faut se former. Alors se former à la fois au prompt, à l'automatisation et surtout au biais. Là, tu as très très grand. Merci. Salut Nicolas. Avec plaisir.